Aéroport LaGuardia, New York, 22 mars 1992. Un avion de transport régional avec 51 personnes à bord tente de décoller. Mais les pilotes n'arrivent pas à prendre de l'altitude. Ils savaient qu'ils étaient dans le pétrin, mais ils se sont débattus jusqu'à la fin. Le vol 405 de US Air plonge dans les eaux glacées de Flushing Bay. 27 personnes périssent. Pour les enquêteurs américains, la cause de l'écrasement ne fait pas de doute. Cet accident ne nous a pas vraiment surpris. Mais les enquêteurs canadiens, eux, sont stupéfaits. Ils savent que l'écrasement de New York n'aurait jamais dû se produire. Quand j'ai appris la nouvelle, je me suis dit, c'est l'histoire de Dryden qui se répète. 3 ans auparavant, une enquête sur un écrasement survenu à Dryden, en Ontario, avait permis d'en identifier la cause. Des recommandations avaient alors été émises pour éviter qu'une telle tragédie se reproduise. S'ils avaient suivi les recommandations de mon rapport, l'écrasement du F-28 à LaGuardia aurait pu être évité. L'accident de LaGuardia révèle que les leçons tirées au Canada ne sont jamais parvenues aux oreilles des organismes américains. Le 10 mars 1989, il est 11h39 à l'aéroport de Dryden, en Ontario. Une neige fine tombe sur la piste, tandis que le vol 1363 d'Air Ontario, effectuant la liaison Thunder Bay-Winnipeg, fait escale dans la petite ville isolée du nord de la province. Les passagers demeurent à bord de l'avion pendant le ravitaillement en carburant. Pour l'agente de bord Sonia Hartwick et le reste de l'équipage du Fokker F-28, la journée s'annonce longue avec le retard déjà accumulé. Il y avait d'épais flocons de neige qui tombaient doucement au sol et le ciel était complètement couvert. Je me doutais qu'on aurait encore du retard. I can't see us making it to Winnipeg on time. Kenora Dryden, it's Ontario 363. Ontario 363, Kenora. We've got quite a front. Pendant que le copilote Kate Mills s'informe des conditions météorologiques, le commandant George Morwood revient de l'aéroport où il a passé un coup de fil. It's getting worse. What's the latest? And it won't clear till late afternoon. Check that. Quite heavy snow. Looks like it's going to be a bad one. But still within our takeoff limits. Well, that's good. We got a lot of people who want to make their connectors. Let's hope it holds. La température frôle le point de congélation et la visibilité est de plus en plus réduite. Si l'avion ne décolle pas au plus vite, il risque de rester cloué au sol un bon moment. Dryden est une petite ville perdue dans un coin reculé de l'Ontario. Avec ses 6500 habitants, cette communauté isolée se trouve à mi-chemin entre Thunder Bay et Winnipeg. Ici, les hivers canadiens sont rudes. Des froids atteignant les moins 35 degrés Celsius n'y sont pas rares. Ce n'est pas l'endroit rêvé pour rester coincé en pleine tempête de neige. Okay, no smoking and seat belts. On. Instruments. Synced. Cross-checked. Le commandant Morwood se sert de la puissance du deuxième moteur qui tourne déjà pour démarrer le premier moteur. Les pilotes Morwood et Mills sont tous deux très expérimentés, mais ils ont volé moins de 100 heures sur le F-28. Cet appareil valant plusieurs millions de dollars est le premier avion à réaction d'Air Ontario à desservir la région isolée du nord de la province. 24 minutes après avoir atterri à Dryden, le vol 1363 est prêt à redécoller. Inform Kenora, we're rolling. We're fired up, taxiing for departure, requesting airways to Winnipeg. Hang on a sec, guys. Is there a chance that plane can hold? We're having some bad weather up here. Un avion en cours d'approche demande l'autorisation urgente d'atterrir. Unbelievable. Le commandant Morwood n'a d'autre choix que de retarder son décollage. Okay, 363 is holding short of the active. We are going to be a few moments until a small plane lands safely. We're sorry, folks. This just isn't our day. Je n'avais jamais rien vu du genre au cours de mes 2 ans chez Air Ontario. Le Cessna 150 atterrit sans encombre.
La voie est libre pour le décollage du vol 1363. Tell them we're going immediately. Kenora, Ontario, we're taxiing out at this time 363 Dryden. Avec 1 heure de retard, l'avion se dirige enfin vers la piste 29. On roulait sur la piste en vue du décollage et la neige tombait si fort qu'on n'y voyait rien. J'avais l'impression de regarder à travers un voile. Folks, we're sorry for the delay. Flight attendants, please be seated for takeoff. À 12h09, le vol 1363 s'apprête à décoller. Advise Kenora, we're ready to proceed. And Kenora, Dryden, Ontario 363 is about to roll 29 at Dryden. Ontario 363, Kenora, roger. Le commandant Morwood effectue un bref point fixe pour réchauffer les moteurs et s'assurer de se débarrasser de la neige et de la glace qui pourraient s'y être accumulées. Ensuite, il prend de la vitesse sur la piste. Au décollage, je suis habituellement silencieuse et concentrée. Je revois dans mon esprit la liste de choses à faire en cas d'urgence. Le F-28 atteint sa vitesse de décollage. Rotate. 80 nœuds. On a décollé très lentement. Les moteurs manquaient de puissance, comme quelqu'un qui gravit une colline lentement, sans vigueur. De toute évidence, quelque chose ne tourne pas rond. Le F-28 a du mal à prendre de l'altitude. Je me suis dit, mon Dieu, on va s'écraser. Les pilotes sont impuissants. 49 secondes après avoir quitté le sol, le vol 1363 d'Air Ontario s'écrase dans la forêt, 950 mètres à l'ouest de la piste 29. Il y avait des débris de l'appareil partout autour de moi. Je ne savais plus où j'étais. Je n'en revenais tout simplement pas d'être encore vivante. Ça s'était passé tellement vite. Il y avait des flammes et des explosions. Je me suis dit, oh mon Dieu, l'avion est plein de carburant. J'ai crié aux gens de venir me rejoindre pour qu'ils puissent suivre le son de ma voix. Les passagers se ruent vers la sortie avant que les flammes se propagent. 45 personnes survivent à l'écrasement, mais 24 perdent la vie, dont les 2 seuls qui auraient pu expliquer ce qui s'était passé. Le commandant Morwood et le copilote Mills. Les équipes de secours se précipitent sur le lieu de l'écrasement du vol 1363 d'Air Ontario. Les blessés sont transportés à l'hôpital de Dryden. Il y avait beaucoup de neige, mais je n'ai rien remarqué d'anormal en roulant sur la piste. C'est quand on a touché aux arbres que j'ai compris qu'on avait un problème. En moins de 24 heures, une équipe d'enquêteurs du Bureau de la sécurité des transports du Canada est dépêchée sur les lieux. En arrivant sur les lieux d'un accident, on espère toujours découvrir ce qui s'est passé et pourquoi, mais surtout, comment faire pour éviter que ça se reproduise. On a refait le trajet de l'avion à pied à partir du seuil de la piste jusqu'au lieu de l'écrasement. C'est ce que j'ai fait en premier. Je tenais à documenter ce que je voyais avec des photos. Quand on marche sur le lieu d'un accident comme celui-là, il y a 2 odeurs qui nous submergent. Celle du carburant et celle de la mort. L'état des arbres au bout de la piste 29 révèle de précieux indices sur les causes de l'écrasement du F-28 à l'enquêteur David Rover et à son équipe.
Au bout de la piste, l'avion volait en effet de sol, comme on dit. Et il est resté à cette altitude, en coupant la cime des arbres. Look at how these treetops have been clipped off. L'avion n'a jamais pris son envol. 24 personnes sont mortes, dont les 2 pilotes et un agent de bord. Ils ont péri en essayant de faire leur boulot. Il fallait leur rendre justice, mais il fallait aussi dire la vérité. Si des erreurs avaient été commises, on devait les signaler pour les corriger. Les enquêteurs retrouvent les 2 boîtes noires du F-28 dans la partie arrière du fuselage. L'enregistreur de bord et l'enregistreur de conversation de poste de pilotage. Ces appareils sont conçus pour résister à une température de 1100 degrés Celsius pendant un maximum de 30 minutes. Les enquêteurs sont frustrés d'apprendre que les rubans de millard des enregistreurs ont été lourdement endommagés par la chaleur. On estime que les boîtes noires ont été soumises à un brasier atteignant 1100 degrés pendant au moins 90 minutes, ce qui dépasse largement leurs limites. Les données sont irrécupérables. C'était un dur coup pour nous, parce qu'il fallait maintenant tenter d'expliquer les faits par des moyens détournés. We were just about to leave Thunder Bay and they gave us 10 new passengers. Les enquêteurs doivent s'en remettre aux déclarations des témoins pour éclaircir les circonstances qui ont mené au tragique décollage avorté. Ils apprennent que le F-28 s'est envolé de Winnipeg pour se rendre d'abord à Thunder Bay. Il devait ensuite revenir à son point de départ en faisant escale à Dryden. Mais les plans ont changé à Thunder Bay. L'annulation d'un autre vol leur a ajouté 10 passagers supplémentaires. En faisant les calculs, ils se sont rendus compte que l'avion était surchargé. Il fallait l'alléger. All right, let's offload some fuel then. Ils ont délesté du carburant pour que l'avion soit moins lourd. Dispatch, Ontario 363. Le vol a été retardé d'1 heure. Le poids supplémentaire des nouveaux passagers a obligé l'équipage à délester du carburant pour alléger sa charge. En arrivant à Dryden, ils ont donc dû ajouter davantage de carburant pour la dernière étape du vol jusqu'à Winnipeg. L'enquêteur Rohrer se demande si cet imprévu a pu occasionner un mauvais calcul de masse et centrage. Le F-28 était-il trop lourd pour décoller? Il fait alors une découverte déconcertante. La feuille de calcul de masse et centrage pour le décollage de Dryden n'a jamais été transmise comme le veut l'usage. Elle a brûlé dans l'incendie. David Rohrer doit se servir des moyennes d'Air Ontario pour calculer le poids des passagers et des bagages. Son résultat, combiné au relevé de carburant de l'aéroport, lui permet d'estimer la masse réelle au décollage de l'avion. On connaissait le nombre d'occupants et de bagages à bord de l'avion, de même que la quantité totale de carburant. Il évalue que le F-28 pesait entre 28 000 et 29 000 kilos. Le poids maximal de l'avion au décollage était de 29 500 kilos. On a donc conclu que l'appareil n'était pas trop lourd. Le mystère de l'écrasement demeure entier. 18 jours après l'accident, le gouvernement canadien engage le juge Virgil Moshansky afin de mener une enquête plus vaste incluant tous les aspects du système aéronautique pouvant être en cause dans la tragédie d'Air Ontario. Le gouvernement recherchait un juge de première instance expérimenté et de préférence avec des connaissances en aviation. Virgil Moshansky est un pilote expérimenté qui compte 13 ans de carrière comme juge. Il collabora étroitement avec les enquêteurs. La première tâche de cette nouvelle équipe consiste à évaluer tout le système technique de l'avion. Les systèmes électriques et hydrauliques, le circuit du carburant, tous les systèmes ont été étudiés. On voulait analyser à la fois leurs antécédents avant l'accident et les débris qui jonchaient le lieu de l'écrasement. La tâche promet d'être longue et pénible.
L'hypothèse d'une éventuelle défaillance des systèmes de bord du vol 1363 d'Air Ontario est soulevée lorsque les enquêteurs ont vent d'un événement troublant survenu dans le même avion quelques jours avant la tragédie. C'était le lundi ou le mardi. Au moment du décollage, de la fumée et une forte odeur se sont répandues dans la cabine. Je me suis dit, ça y est, il y a un feu dans les toilettes. Mais il n'y avait pas de feu dans les toilettes, ni ailleurs dans la cabine. Ils nous ont dit que ça avait quelque chose à voir avec la présence d'huile dans le groupe auxiliaire de bord. Ça s'est produit à chaque décollage ce jour-là. Le groupe auxiliaire de bord, ou APU, est un dispositif qui fournit l'alimentation nécessaire pour démarrer les moteurs. Est-ce que l'huile dans l'APU aurait causé un incendie, endommageant ainsi l'appareil et provoquant par la suite son écrasement? David Rohrer passe en revue le carnet de maintenance de la semaine en question à la recherche d'une inscription concernant le groupe auxiliaire de bord. Il fait une découverte troublante. L'APU ne fonctionnait pas le jour de l'écrasement. Il n'a donc pas causé d'incendie. Par contre, un groupe auxiliaire de bord inactif peut tout de même avoir joué un rôle dans la tragédie. Les enquêteurs apprennent que l'APU défectueux est à l'origine d'une décision risquée de la part des pilotes à Dryden. Habituellement, le commandant se fie à l'APU pour redémarrer ses moteurs après les avoir éteints tous les deux lors du ravitaillement en carburant. Son APU étant hors d'usage, il ne pouvait éteindre ses moteurs. Le vol 1363 a donc été ravitaillé pendant qu'un moteur continuait à tourner. Le commandant Morwood était en situation d'avitaillement moteur en marche, alors qu'il y avait des passagers à bord. Il fallait qu'il laisse l'un des moteurs tourner pendant l'opération. L'avitaillement moteur en marche ne contrevient pas au règlement, mais les risques d'un déversement de carburant rendent l'opération potentiellement dangereuse. Ce n'est pas une pratique courante. L'avitaillement moteur en marche peut-il avoir causé un dommage quelconque au moteur? Le directeur des services aéroportuaires de Dryden, un ancien pilote militaire, soupçonne qu'un trouble de moteur est à l'origine de l'accident. Il raconte à David Rohrer qu'il a vu le décollage de son bureau et qu'il a entendu un bruit assourdissant au moment où l'avion disparaissait de son champ de vision. Selon lui, c'était l'indice d'une extinction d'un réacteur ou d'une panne moteur. J'étais conscient qu'il s'agissait d'une enquête qui ferait grand bruit et qui susciterait probablement la controverse. La seule façon de m'assurer que la vérité triomphe, c'était de recueillir des preuves tangibles. On a donc transporté l'épave de l'avion dans notre laboratoire d'Ottawa. Des indices laissant croire qu'une défaillance des moteurs a pu causer l'écrasement. David Rohrer demande une analyse en profondeur des moteurs. Ces moteurs ont été examinés avec soin pour déceler la moindre anomalie. Il constate que les deux moteurs Rolls-Royce du F-28 n'ont subi que des dommages mineurs. Il n'y a aucune trace d'un incendie moteur et rien ne laisse croire à une défaillance des moteurs. Faute de preuves matérielles pouvant expliquer le décollage avorté, les enquêteurs sont de retour à la case départ. Dans l'espoir de résoudre le mystère, ils passent au peigne fin les déclarations des survivants et des témoins. Une constante s'en dégage. Ils ont tous raconté qu'il y avait de la neige et de la glace sur les ailes quand l'avion a tenté de décoller. L'enquêteur examine les cartes météorologiques. On disposait d'excellents renseignements météo. Les cartes montrent que la visibilité s'est considérablement réduite en raison de la tempête de neige, passant de 4 km à moins d'1 km au cours des 30 minutes que le F-28 a attendu sur la piste. Même s'il était toujours possible de trouver d'autres facteurs, on savait que la neige et la glace sur les ailes avaient joué un rôle dans l'écrasement. Sonia Hartwick raconte aux enquêteurs qu'elle a remarqué un fait inhabituel lors du décollage. Je me suis aperçue que les ailes étaient devenues complètement lustrées. Elles étaient recouvertes de glace étincelante. Les enquêteurs consultent les manuels du F-28 pour étudier son système de dégivrage. Ils apprennent que seuls les bords d'attaque des ailes sont protégés. Les bords d'attaque des ailes de l'appareil étaient chauffés.
Le chauffage provenait de l'air de prélèvement du compresseur du réacteur. On a retrouvé les valves qui permettent à l'air de se rendre au bord d'attaque. Et vérification faite, elle fonctionnait très bien. Le système de dégivrage était fonctionnel. Mais comme il ne réchauffait que les bords d'attaque, il n'a pas suffi à faire fondre la glace qui s'est formée sur la surface des ailes du vol 1363. Les enquêteurs soupçonnent que cette accumulation de neige et de glace, un phénomène que les experts appellent la contamination de l'aile, est en grande partie responsable de la tragédie. Afin de vérifier cette hypothèse, David Rohrer et son équipe s'entretiennent avec des ingénieurs de Fokker. Thanks for coming. Curious to see what you have. Jack Van Hanks, l'ingénieur en chef, disposait d'études poussées et d'une multitude de données aérodynamiques sur les effets de la contamination de l'aile sur un appareil F-28. Les ingénieurs de Fokker ont effectué des simulations de l'écrasement. Ils ont réussi à recueillir d'excellentes informations sur la performance de l'appareil en reproduisant les conditions précises auxquelles l'avion de Dryden a été soumis, notamment le poids et les intempéries. Les enquêteurs font alors une découverte cruciale au sujet du F-28. En raison de l'angle de ses ailes, une infime quantité de glace risque de faire décrocher l'avion. Ils ont conclu que la moindre petite contamination de l'aile pouvait nuire à l'écoulement de l'air et provoquer une perte de portance. La simulation confirme les récits des témoins. À peine envolé, l'avion s'est mis à tanguer. Il a perdu sa portance et il a foncé sur les arbres en ralentissant jusqu'à ce qu'il s'écrase. Les enquêteurs sont maintenant convaincus que la contamination des ailes est à l'origine de l'écrasement. Mais ils ignorent toujours pourquoi l'avion n'a pas été dégivré avant le décollage. Presque tous les aéroports situés en région froide, dont celui de Dryden, sont pourvus de l'équipement nécessaire pour dégivrer les avions. Mais le commandant Morwood n'a jamais demandé le dégivrage de son avion. Les enquêteurs veulent comprendre pourquoi il a risqué sa propre vie et celle des 68 autres occupants du vol 1363. Les enquêteurs de l'écrasement de Dryden fouillent le passé du commandant Morwood. Ils interrogent des membres d'équipage dans l'espoir de trouver des indices expliquant son comportement. Le commandant Morwood était très professionnel. C'était un pilote de la vieille école. Il avait des opinions tranchées sur la façon de faire les choses, sur ce qui était approprié et professionnel. Il se souciait énormément de ses passagers. Il voulait s'assurer qu'ils arrivent à l'heure et qu'ils puissent prendre leur correspondance. Air Ontario était une compagnie en croissance. C'était sa première incursion dans le monde des avions en réaction. Je suis convaincu que le commandant Morwood se disait souvent « Ce n'est pas comme ça que je ferai les choses ». Et je suis sûr qu'il ne se gênait pas pour le dire à ses supérieurs. Le commandant Morwood a souvent retardé ou annulé des vols en raison du verglas. David Rohrer est perplexe. Pourquoi n'a-t-il pas demandé un dégivrage à Dryden? Un autre pilote qui se trouvait à Dryden ce jour-là fournit une piste de réponse à l'enquêteur. Il a entendu Morwood passer un coup de fil à Air Ontario. Il était en colère. Il se faisait du souci pour ses passagers. Le commandant Morwood s'est plaint à son collègue de la compagnie. These guys. You want to guess my weight before I left Thunder Bay? 66 and change. I had to offload fuel. Now that... Right. So now what am I supposed to do? No. You figure it out. Des témoins ont remarqué qu'il était furieux en sortant de l'aéroport.
Les enquêteurs se demandent ce qui a pu mettre le commandant Morwood dans un tel état. Ils tentent de reconstituer les faits et gestes du pilote au cours de la journée du 10 mars. C'était le 5e jour d'une longue semaine pour le commandant Morwood. Il devait partir en vacances de ski le lendemain avec sa famille. Avant son premier vol de la journée, il apprend que l'APU de l'avion ne fonctionne toujours pas. Ensuite, une fois rendu à Thunder Bay, une autre tuile lui tombe sur la tête. Après le ravitaillement en carburant, on lui annonce que 10 passagers supplémentaires embarquent à bord de l'avion. Il doit délester du carburant, une opération qui prend un certain temps. There goes the schedule. Let's offload some fuel then. L'avion quitte donc Thunder Bay avec du retard. Dispatch, Ontario 363. Le commandant Morwood n'était pas du genre à apprécier les retards. L'avion est en route pour Dryden, mais avec 1 heure de retard, les prévisions météo reçues par l'équipage ne sont plus exactes. La pluie fine et le brouillard ne sont pas au rendez-vous. Le commandant Morwood aurait dû être prévenu que de la pluie verglaçante tombait sur Dryden, mais il n'en savait rien. Tandis que le vol 1363 atterrit à Dryden, le temps se gâte de minute en minute. L'avion attend sur la piste pendant 30 minutes. La neige s'accumule sur les ailes. I gotta talk to somebody about this. Les enquêteurs ne sauront jamais à quel point la tempête inquiétait le commandant Morwood. Mais certains indices laissent croire qu'il était préoccupé. En interrogeant le préposé au ravitaillement en carburant, David Rohrer apprend que le pilote a abordé la question du dégivrage peu de temps avant le décollage. Is there de-icing available? Le préposé raconte qu'il lui a pointé du doigt le personnel de piste responsable du dégivrage. Le préposé avance une hypothèse plausible qui expliquerait pourquoi le commandant n'a pas procédé au dégivrage de l'appareil. Un règlement d'Air Ontario lui interdit de dégivrer pendant qu'un moteur tourne. Le liquide de dégivrage pourrait s'infiltrer dans les moteurs et se retrouver dans le système de climatisation de l'avion, ce qui serait extrêmement nocif pour les occupants de la cabine. Et si le commandant Morwood avait éteint ces 2 moteurs, il lui aurait été impossible de redémarrer l'avion. Un groupe de démarrage au sol est le seul autre moyen de démarrer un avion sur la piste, en fournissant l'air comprimé nécessaire. Mais il n'y en avait pas à l'aéroport de Dryden. Il aurait fallu faire venir l'équipement de Winnipeg. C'était une solution coûteuse. S'il avait éteint le moteur, l'avion aurait été cloué au sol à Dryden, ce qui impliquait de payer les frais d'hôtel des passagers. C'était une dépense importante pour la compagnie. Et il en aurait été responsable. No. You figure it out. Selon moi, sa conversation téléphonique portait là-dessus. Il a manifesté son mécontentement, mais il s'est résigné. It's getting worse. What's the latest? Quite heavy snow. Looks like it's going to be a bad one. But still within our takeoff limits. Well, that's good. We got a lot of people who want to make their connectors. Let's hope it holds. Même si la quantité de neige sur les ailes ne dépasse pas la limite permise, c'est ce qui se dissimule sous cette neige qui condamnera l'avion. Le carburant qui se loge dans les ailes peut atteindre une température de moins 40 degrés Celsius. Ce liquide glacial refroidit la surface métallique des ailes. Quand la neige touche cette surface extrêmement froide, elle gèle instantanément en formant une mince couche de givre. Ce phénomène porte le nom d'imprégnation par le froid. C'est ce qui perturbe l'écoulement de l'air sur les ailes et qui empêche l'avion de décoller. Tell them we're going immediately. Kenora, Ontario, we're taxiing out at this time 360. Une seule raison peut expliquer sa décision de décoller, d'après moi. Il n'a pas pensé au phénomène de l'avion imprégné de froid et au givre qui s'était accumulé sur les ailes. Advise Kenora, we're ready to proceed. And Kenora, Dryden, Ontario. Refusant peut-être de prendre le risque d'éteindre son moteur, le commandant Morwood décide de s'envoler pour Winnipeg sans dégivrer son avion. Il a dû conclure que l'Atlas allait se détacher au décollage. C'est là qu'il a commis une erreur tragique. Mais selon Virgil Moshansky, malgré son erreur, le commandant Morwood n'est pas le seul responsable de l'écrasement.
Ce n'est pas simplement une erreur de pilotage. L'accident a été causé par une série de facteurs. La décision d'Air Ontario de laisser l'avion voler malgré un APU défectueux est l'un des principaux facteurs ayant mené à l'écrasement. Ils ont reporté plusieurs travaux de maintenance qui auraient dû être faits. Mais en raison d'une pénurie de pièces, ils quémandaient auprès des autres opérateurs de F-28 à travers le Canada pour leur emprunter des pièces. C'était une très mauvaise stratégie de la part de la direction d'Air Ontario. L'enquête conclut qu'Air Ontario a fait preuve de négligence en ne pensant qu'aux résultats financiers. Ainsi, l'entreprise a mis la vie de ses passagers et de ses employés en danger. Comme le F-28 était un nouvel appareil de la flotte d'Air Ontario, il faisait voler un équipage après l'autre, sans répit. Il fallait à tout prix rentabiliser l'achat de l'appareil. Après une longue réflexion sur les circonstances de cet accident, j'en suis venu à la conclusion que plusieurs autres mains avaient actionné la manette des gaz. Plusieurs personnes étaient impliquées dans la suite d'événements qui se sont conclus par ce terrible écrasement. Cet accident aurait pu être évité, mais tout a joué contre les pilotes. La direction d'Air Ontario n'avait pas de culture de sécurité. Et une culture de sécurité doit partir de la direction pour s'étendre ensuite aux employés. Sachant qu'il y a plusieurs dizaines de F-28 qui volent dans le ciel aux quatre coins du monde, le juge Virgil Moshansky pose un geste inhabituel. Il publie un rapport provisoire bien avant d'avoir terminé son enquête. Le rapport prévient des dangers que représente l'accumulation de givre sur cet appareil et souligne l'importance de procéder à de fréquents dégivrages. Une infime quantité de glace peut s'avérer catastrophique sur un F-28. Mais 15 mois plus tard, il est évident que les recommandations de Virgil Moshansky n'ont pas eu d'écho. Le 22 mars 1992, le vol 405 de US Air s'apprête à effectuer la liaison New York-Cleveland. L'avion est un Fokker F-28 et il neige. Il fait moins 1 degré Celsius. À 21 heures, l'appareil est dégivré une seconde fois depuis son arrivée de Floride. Au cours de la dernière heure, il est tombé 2,5 cm de neige et la tempête fait toujours rage. US Air 405, clear to taxi, runway 13. Les pilotes se préparent pour le décollage. Le vol 405 a 1h45 de retard quand le commandant de bord Wallace Major commence à rouler en direction de la piste 13. Tout à coup, contre toute attente, US Air 405, turn left and hold short of Echo. Left on the inner to hold short of Echo. à 21h07, le vol 405 est contraint d'attendre sur la voie de circulation près de la piste 13. 23 longues minutes s'écoulent. Le copilote John Rashuba allume les feux pour éclairer ses ailes. Il vérifie ensuite si l'aile droite est recouverte de givre. Elle lui semble bien dégagée. Pretty good to me as far as I can see. US Air 405, runway 13, clear for takeoff. Il s'est écoulé 35 minutes depuis le dernier dégivrage, mais les pilotes n'en demandent pas un autre. Takeoff thrusts set. Temps OK. Tout se passe comme prévu. Quand tout à coup, V1. Rotate. une fois que le F-28 a atteint son point de cabrage, L'avion venait tout juste d'atteindre une vitesse suffisante pour quitter le sol. Mais les ailes n'ont pas pu supporter l'avion. Ils savaient qu'ils étaient dans le pétrin. 13 secondes après son décollage, le vol 405 s'écrase sur les rives de Flushing Bay. Les pilotes ne réalisent jamais qu'ils vont s'écraser. Ils ont tenté de sauver l'avion jusqu'à la toute fin.
27 des 51 occupants du vol 405 périssent. Un second Fokker F-28 s'est écrasé avec de tragiques conséquences. Quand j'ai appris la nouvelle, je me suis dit, c'est l'histoire de Dryden qui se répète. Robert Benson, l'enquêteur chargé de l'affaire, conclut très rapidement que le givre sur les ailes est responsable de l'accident. C'était très difficile pour les pilotes de détecter la glace sur les ailes en regardant par les fenêtres latérales de l'avion, par-dessus leurs épaules. Le commandant faisait face à un dilemme. S'il décidait de procéder à un troisième dégivrage, il fallait qu'il fasse demi-tour pour rentrer sur l'aire de trafic où se trouve le véhicule de dégivrage. Ça signifiait beaucoup de retard, et peut-être même l'annulation du vol. Après tout ce travail, après tous ces efforts, c'était extrêmement frustrant de voir la même erreur se reproduire. Il n'y avait pas de règlement en vigueur obligeant l'équipage à demander un autre dégivrage après cette attente prolongée. Pourtant, dans son rapport provisoire, le juge Moshansky avait mentionné les risques inhérents aux longues attentes. S'ils avaient suivi les recommandations de mon second rapport provisoire, cet écrasement aurait pu être évité. Il avait également attiré l'attention sur les lacunes du liquide de dégivrage utilisé à l'époque, un mélange d'antigel et d'eau, commercialisé sous le nom de liquide de type 1. Ces produits chimiques ont comme effet de nettoyer les ailes lors de l'accélération sur la piste. Comme elles ne sont plus contaminées par la glace, les ailes peuvent jouer leur rôle et soulever l'avion. Le liquide en question doit être chauffé pour dégivrer les différentes surfaces de l'avion, mais son efficacité est de courte durée. Le liquide de type 1 avait une durée d'efficacité d'une quinzaine de minutes dans les meilleures conditions. Dans de mauvaises conditions, comme la pluie verglaçante, la durée de son efficacité se réduisait à 6 minutes. Au cours de l'enquête sur l'écrasement d'Air Ontario, l'équipe de Virgil Moshansky en arrive à une conclusion sans équivoque sur l'efficacité du liquide de type 1. Même si le commandant Morwood avait fait dégivrer son avion à Dryden, ça n'aurait peut-être rien changé. Hang on a sec, guys. Is there a chance that plane can hold? We're having some bad weather up here. Unbelievable. Le vol 1363 a dû attendre qu'un Cessna en difficulté atterrisse. Le temps que le Cessna atterrisse, qu'il remonte la piste et qu'il se replace en position, les ailes auraient été de nouveau contaminées. La tempête de neige battait son plein. Si le commandant Morwood avait procédé à un dégivrage pendant ces 30 minutes d'attente au sol, le délai aurait probablement été suffisamment long pour que le liquide ne serve plus à rien. Les ailes se seraient recouvertes de nouveau d'une mince couche de glace. L'accident d'Air Ontario nous a permis de constater qu'il fallait absolument donner une meilleure formation aux pilotes en matière de dégivrage. Plus précisément quant au fonctionnement du système et quant à la durée de protection de l'avion. Dès que l'écrasement est survenu à New York, on s'est rendu compte que c'était un avion à peu près identique à celui de Dryden et que les circonstances des deux accidents étaient semblables. Le rapport de la commission d'enquête sur Dryden est un tour de force qui nous a énormément aidé à mener notre propre enquête. Le juge Moshansky a publié son rapport provisoire plus d'1 an avant l'écrasement du vol 405. Ses recommandations auraient pu prévenir la tragédie. Virgil Moshansky découvrira que c'est un manque de communication qui a coûté la vie à 27 personnes à New York. Lors de la commission d'enquête sur l'écrasement d'un avion d'Air Ontario à Dryden, le juge Virgil Moshansky apprend qu'un autre type de liquide de dégivrage est disponible dans l'industrie de l'aéronautique, le liquide de type 2. Il est plus épais que le type 1, ce qui l'empêche de s'évaporer quasi instantanément de la surface. Le liquide de type 2 est une substance beaucoup plus visqueuse. On l'a déjà comparé à du mucus.
Avec une efficacité pouvant durer jusqu'à 45 minutes, ce liquide empêche la formation de givre et dégage les surfaces de l'avion au décollage. 15 mois avant l'écrasement de US Air, le commissaire Moshansky a recommandé l'usage du liquide plus épais, celui de type 2. Les enquêteurs examinent également les pratiques de dégivrage ayant cours à l'aéroport Pearson de Toronto. On a attendu qu'une pluie verglaçante tombe et on a demandé à des caméramans de filmer un avion qui s'envolait à destination des Caraïbes. Les enquêteurs découvrent qu'il s'écoule un délai alarmant entre le dégivrage et le décollage. Entre le moment où l'avion a été dégivré au poste de stationnement et le décollage, il s'est écoulé 41 minutes. Il était donc évident que des avions s'envolaient de Toronto avec des ailes partiellement ou largement contaminées. On a poursuivi notre enquête à l'aéroport O'Hare de Chicago, qui a été le premier à disposer de postes de dégivrage aux extrémités des pistes. C'était très utile pour nous. Ils nous ont expliqué le type d'équipement de dégivrage qu'ils utilisaient et son fonctionnement. À l'époque de l'écrasement de US Air, l'aéroport de LaGuardia n'offrait pas de dégivrage sur les pistes, mais seulement au poste de stationnement. Encore une fois, 15 mois avant l'écrasement, le juge Moshansky avait recommandé l'installation de postes de dégivrage sur les pistes au lieu des postes de stationnement. Le commissaire avait également recommandé que les pilotes inspectent non seulement leurs ailes à partir du poste de pilotage, mais aussi à partir de la cabine. Le commissaire Moshansky prétend que son rapport aurait pu prévenir l'écrasement de LaGuardia. Mais l'autorité fédérale responsable de l'aviation civile affirme n'avoir jamais reçu son rapport. Par conséquent, l'information n'a pas pu être transmise aux compagnies aériennes. Le juge Moshansky réfute cette explication. Mon second rapport provisoire a été publié en décembre 90. Un an et demi avant l'écrasement de LaGuardia. Selon moi, mon rapport a traîné sur un bureau quelque part. L'écrasement du vol 1363 aura au moins permis d'émettre des dizaines de recommandations destinées à sauver des vies. Quant à l'écrasement du vol 405, il aura permis que ces recommandations soient enfin appliquées partout dans le monde. L'enquête de Dryden a porté fruit. La commission a émis 192 recommandations. Elle a complètement changé notre approche au sujet de la contamination des ailes. Maintenant, on retrouve des postes de dégivrage à l'extrémité des pistes. Les avions peuvent donc être dégivrés juste avant leur décollage. C'est grâce à la commission d'enquête sur Dryden. Aujourd'hui, la plupart des compagnies aériennes utilisent un nouveau liquide de dégivrage. Le liquide de dégivrage de type 4 dure plus longtemps. Il peut adhérer à l'aile d'un avion pendant 2 heures. Sans oublier que les contrôleurs aériens doivent maintenant dire aux pilotes quel sera leur temps d'attente après l'opération de dégivrage. L'enquête sur l'accident de Dryden a été la première à s'intéresser non seulement à ce qui s'est passé avec cet avion, mais aussi au rôle qu'a joué la culture organisationnelle dans l'écrasement. Les chefs de direction ont bien compris qu'ils ne pouvaient plus se défiler quand un accident survenait. Le manufacturier néerlandais Fokker a fait faillite en 1996. Malgré cela, on comptait encore 55 Fokker F-28 en service dans le monde en 2009, surtout dans des climats plus doux. Plus personne ne devrait perdre la vie en raison d'un problème de contamination des ailes quand il y a de la neige ou du verglas. On a appris de nos erreurs.